Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire du début du XXe siècle. Alors installez-vous pendant que nous partons pour la Belgique. En 1906, Françoise Van Calch vivait à l'angle du boulevard Baudouin et de la chaussée d'Anvers à Bruxelles, en Belgique. Malgré son jeune âge, elle avait déjà surmonté de nombreux défis. Mère célibataire d'une fille de 7 ans, elle vivait dans une société souvent discriminante envers les femmes comme elle. Le père de l'enfant, typographe qualifié, travaillait au journal Le Soir. Lorsqu'il a appris la grossesse de Françoise, il l'a quittée et n'a jamais vu sa fille. Jeanne était une fillette vive, heureuse, curieuse, intelligente et polie. Elle vivait surtout chez ses grands-parents, aux Deux Croix près de chez sa mère. La situation convenait à Françoise, qui travaillait de longues heures la plupart du temps. Au début du XXe siècle en Belgique, il était souvent difficile pour les mères célibataires de trouver un emploi stable, car elles faisaient fréquemment face à des jugements sévères de la part des employeurs. Nombreux hésitaient à les embaucher, les jugeant peu fiables ou moins investis. Grâce au soutien de ses parents, sa détermination et sa résilience, elle a pu garder des revenus stables, essentiels à son bien-être et à celui de Jeanne. Bien que Jeanne ne vive pas avec sa mère, elle lui rendait visite presque chaque soir. Elle allait avec son grand-père au coin du boulevard Baudouin et de la Charse d'Anvers, et elles restaient ensemble 3 heures. Le grand-père de Jeanne, homme gentil et agréable, travaillait sans relâche, le jour dans le tramway de Bruxelles, le soir comme vendeur de billets au théâtre. Il arrivait parfois qu'il rentre tard à la maison et qu'ils doivent se dépêcher pour y arriver. L'une de ces occasions fut le 7 février 1906. La journée avait été très chargée pour le grand-père de Jeanne, retenu chez lui par le tramway. Il n'a donc pas pu accompagner la petite fille voir sa mère. Il expliqua à Jeanne qu'il devait partir travailler au théâtre royal flamand et lui promit de l'emmener voir sa mère le lendemain. Jeanne était une fillette déterminée et connaissait le chemin vers la maison de sa mère, située à quelques pâtés de maison. Elle y était déjà allée à pied, mais toujours accompagnée. Elle expliqua à son grand-père que sa mère s'inquiéterait si elle n'y allait pas. Et comme il était pressé d'aller travailler, elle pouvait facilement s'y rendre seule. Après tout, elle avait maintenant 7 ans, et il n'était pas tard, il était seulement 18h30. À contre-cœur, son grand-père accepta, sachant qu'un jour Jeanne devrait être seule. Et comme il devait se rendre au théâtre, cette fois-ci, il laisserait la petite fille aller seule chez sa mère. Heureuse que son grand-père lui ait confié ce petit trajet, Jeanne enfila son manteau et son chapeau, puis sortit. Malgré le froid et l'obscurité, elle semblait heureuse en marchant dans les rues pavées, passant devant les boutiques et observant curieusement leurs vitrines. Pour tous, elle paraissait une jeune fille sûre d'elle et intrépide. Vers minuit, un machiniste du théâtre Alhambra, Joseph Hellenbosch, rentrait chez lui avec son fils. Lorsqu'il a vu un paquet suspect devant la porte du 22 rue des Hirondelles, ils ont échangé des regards inquiets, se demandant ce que cela pouvait être. Après une brève discussion, ils décidèrent d'aller chercher un agent de police de service à proximité. Il s'appelait Gustave Van Damme. Le jeune policier examinait le paquet quand son collègue Pierre Noël arriva. Confus et incertains quant à la nature exacte de ce que le paquet pouvait contenir, les deux agents décidèrent d'apporter l'étrange colis au poste de police pour un examen plus approfondi. Au poste, l'objet fut immédiatement remis au chef du département, qui l'examina attentivement. Il sentit tout de suite que quelque chose n'allait pas. L'objet inhabituel éveilla ses soupçons. Après réflexion, il demanda à Pierre Noël de l'ouvrir. Avec prudence, le jeune officier défit la corde de chanvre autour du paquet, puis ôta les couches de papier épais pour en révéler le contenu. La première chose qu'ils virent tous fut un caban bleu et une robe à carreaux. En regardant de plus près, une découverte glaçante se révéla sous leurs yeux. Ils trouvèrent du sang gelé et, à leur horreur, le cadavre encore tiède et démembré d'une petite fille. Les jambes manquaient alors que le corps démembré était examiné. L'atmosphère au commissariat devint encore plus tendue lorsque 2 personnes bouleversées arrivèrent pour signaler la disparition d'une fillette de 7 ans nommée Jeanne Van Calch. Leurs voix tremblaient de peur et d'inquiétude. À la question sur la tenue de l'enfant, ils répondirent « tablier blanc sur robe à carreaux avec chapeau et manteau épais en laine ». Les policiers écoutaient attentivement,
l'esprit tourmenté par la possibilité troublante que la description des vêtements de l'enfant disparu corresponde à ceux retrouvés sur le corps démembré découvert dans le colis suspect. Un silence tendu envahit la pièce, alors que la gravité de la situation commençait à se faire sentir et le poids de la connexion potentielle pesait lourdement sur eux. Le chef du service ordonna d'envoyer aussitôt un message pour réveiller le commissaire et le procureur. Il voulait s'assurer qu'ils soient informés de la découverte. Le commissaire agit aussitôt et alerta la presse sans délai. Les journalistes se sont rassemblés au commissariat pour obtenir des détails sur la fillette dont la vie avait été brutalement interrompue. Habituellement calme à cette heure, la ville était en effervescence alors que policiers et journalistes se préparaient pour l'enquête. Cela allait bouleverser la communauté locale et captiver toute la Belgique. Le lendemain, une foule nombreuse s'est réunie devant le commissariat. Parmi eux se trouvait Françoise Van Kalk, qui, en apprenant la mort de sa fille, s'est effondrée sous le choc et la douleur. Le médecin légiste a vite trouvé la cause du décès de Jeanne. Selon les rapports détaillés, la jeune fille avait été contrainte de consommer une grande quantité d'alcool, un acte de cruauté qui l'a rendue vulnérable à d'autres abus. Les conclusions ont montré qu'elle s'était étouffée avec son vomi lors de l'agression. L'examinateur a conclu, après avoir analysé la netteté de la section des jambes, à une découverte glaçante. Seule une personne possédant des connaissances spécialisées, peut-être un médecin ou un boucher expérimenté, aurait pu réaliser un démembrement aussi méticuleux. Au fil de l'enquête, le médecin légiste a ciblé la période du décès. Il a estimé que cela s'était passé entre 20h et 21h. Cette brève période a apporté des informations essentielles sur les événements menant à la disparition précoce de Jeanne. Les policiers ont examiné les détails macabres. Ils ont supposé que l'auteur avait probablement intercepté Jeanne sur son trajet habituel avec son grand-père vers chez sa mère. Cet itinéraire, habituellement très animé, longeait une rue principale et traversait une place fréquentée. Ainsi, il offrait peu d'opportunités à quelqu'un d'enlever une petite fille sans être remarqué. Jeanne n'aurait pas eu à prendre des rues secondaires. Les enquêteurs étaient troublés, car l'acte audacieux s'est produit devant des témoins potentiels occupés à leur quotidien. La communauté a été bouleversée par la brutalité et la précision du crime. À mesure que les autorités approfondissaient de l'enquête, la recherche de réponses s'intensifiait, portée par la détermination de rendre justice à Jeanne et d'apporter un peu de réconfort à sa mère en deuil. Dans les rues de Bruxelles, aucun enfant ne marchait seul, car des parents inquiets les surveillaient attentivement. Les funérailles ont eu lieu le 11 février et ont connu une affluence extraordinaire, avec plus de 10 000 personnes en deuil présentes. Émile Demeaux, bourgmestre estimé, a mené le cortège et supervisé la récupération du corps à la morgue de l'hôpital Saint-Pierre. L'atmosphère était tendue. Des policiers gardèrent le cercueil au centre de foules émues dont les cris de colère résonnèrent dans les rues. Émile Rossel, le propriétaire du journal Le Soir, où travaillait le père de Jeanne, a publié un appel aux dons. Son objectif était de financer non seulement une pierre tombale appropriée pour Jeanne, mais aussi un monument digne d'elle. La réponse fut impressionnante, près de 1000 francs ayant été récoltés. Cette somme a permis de créer une pierre tombale en marbre blanc, gravée du visage de Jeanne. En plus d'un monument durable dédié au petit ange de la rue de Arondel, un titre affectueusement donné à Jeanne par les habitants de Bruxelles après les funérailles, la recherche d'indices pouvant mener à l'identification de l'auteur de ce crime, des plus horribles, se poursuivait. Les canaux furent dragués pendant que la police cherchait les jambes manquantes et des chiens pisteurs fouillèrent la zone du paquet. Les enquêteurs pensaient qu'il y avait sûrement des témoins de l'enlèvement de Jeanne. Si l'auteur avait été quelqu'un qu'elle connaissait et avec qui elle avait marché, des gens les auraient vus ensemble. Les autorités ont lancé un appel au public pour toute information, espérant recueillir des témoignages oculaires cruciaux qui pourraient permettre de faire avancer l'enquête. Ils se demandaient comment le colis avec le torse de Jeanne avait été abandonné dans la rue sans attirer l'attention. Cet événement macabre semblait illogique, et de nombreuses questions demeuraient sur la façon dont un tel acte avait pu se produire. Dans une ville animée sans que personne ne voie quoi que ce soit de suspect, le 15 février, les bottes de Jeanne ont été retrouvées. Cela a suscité un vif intérêt public et accentué l'urgence et le désespoir entourant l'enquête. Le lendemain, un jardinier fit une découverte bouleversante à la ferme du parc royal de Stuvenberg.
2 paquets d'environ 40 cm chacun. À l'ouverture, l'horreur apparut. Il contenait les jambes coupées d'une fillette. La presse commençait maintenant à remettre en question l'enquête et se demandait si suffisamment d'efforts étaient déployés pour retrouver l'auteur de ce crime des plus horribles. Le gouvernement belge offrit 20 000 francs belges à quiconque identifierait le meurtrier. Ils ont accordé une certaine clémence aux personnes indirectement impliquées. Ife a aidé à retrouver l'assassin de Jeanne Van Calk, 7 ans. La police a utilisé toutes les ressources à sa disposition. Un chien policier expérimenté a été amené sur les lieux du crime pour aider à la recherche. Le chien les a conduits à l'endroit où le colis contenant le torse avait été découvert. Ensuite, il les a menés à une autre maison et, finalement, il a aboyé de façon insistante devant la résidence des grands-parents de Jeanne. Malgré quelques pistes prometteuses, l'enquête a rencontré plusieurs impasses. Un Espagnol et un Algérien ont été gardés à vue, puis relâchés faute de preuves. Un jeune apprenti boucher, réputé pour mendier, a aussi été arrêté puis rapidement relâché. Pour renforcer le mystère, une chemise ensanglantée a brièvement détourné l'attention de l'enquête. Un homme nommé Dr Nasson est devenu une personne d'intérêt. Malgré un examen minutieux, la police n'a trouvé aucune preuve le liant directement au crime. L'affaire continuait de dérouter les autorités. Chaque piste potentielle disparaissait dans un labyrinthe de questions sans réponse et de tensions non résolues. La communauté, toujours sur le qui-vive, voyait son espoir de justice diminuer en réalisant qu'un dangereux prédateur était encore libre. Les médias remettaient l'enquête en question, suggérant que Jeanne connaissait probablement ses agresseurs. Ils ont examiné le trajet de la petite fille cette nuit-là. La distance entre la maison de ses grands-parents et celle de sa mère était courte, et la presse pensait que le meurtrier n'avait pas emmené la victime très loin. Les forces de l'ordre restaient très vigilantes sur les déplacements nocturnes d'objets suspects, et le meurtrier aurait su qu'il risquait d'être attrapé si un torse enveloppé avait été transporté trop loin. Il n'y a jamais eu non plus de fouilles approfondies des bâtiments situés à proximité de l'endroit où le paquet avait été trouvé, ni de la maison où vivaient les grands-parents de Jeanne. Les autres résidents n'avaient pas vraiment été interrogés non plus. La presse pensait que le démembrement en plusieurs étapes montrait que le coupable avait été déstabilisé lors de sa première tentative de se débarrasser du corps rue d'Hirondelle. Puis, quelques jours plus tard, il a éliminé le reste des preuves en se sentant plus sûr de lui. Des témoignages essentiels ont été ignorés car leurs sources étaient des enfants. L'une des amies de Jeanne avait dit à la police qu'elle l'avait vue vers 19 h le soir du drame. Elle a dit que Jeanne était avec un homme en costume, apparemment quelqu'un qu'elle connaissait et en qui elle avait confiance. Cependant, la jeune fille a insisté sur le fait qu'il ne se dirigeait pas vers la maison de la mère de Jeanne. Cette observation a été corroborée par les enfants, qui avaient également vu cet homme étrange avec Jeanne le 7 février 1906. Cependant, malgré l'importance potentielle de ces témoignages oculaires, ils ne sont malheureusement pas approfondis par les autorités. Cette négligence a suscité des doutes sur des pistes manquées durant l'enquête. L'affaire a vite attiré l'attention mondiale, les journaux européens sensationnalisant l'histoire. L'idée qu'on puisse commettre une telle atrocité contre un enfant, cela a provoqué une panique générale. Au fil des semaines et des mois, il est devenu de plus en plus évident que la police n'allait pas attraper la personne responsable de ce crime atroce. La confiance du public envers les autorités chutait chaque jour sans avancée ni arrestation. L'affaire s'est refroidie, l'espoir de justice a disparu. L'échec à élucider le meurtre a plongé la famille dans l'angoisse et terni durablement la police, suscitant critiques et examens approfondis. Le coupable en liberté a marqué la communauté qui ne laissa plus ses enfants sortir seuls. En fin d'année, la police faisait peu d'efforts pour retrouver l'assassin de Jeanne Van Calk. Le dimanche 1er décembre 1907, une autre jeune fille a disparu, Annette Belot, âgée de 6 ans. Elle avait joué ce jour-là avec son frère aîné à Anderlecht, dans le sud-ouest de la ville. 19 h, un homme a demandé au garçon d'aller lui acheter des cigarettes, promettant des bonbons en échange. Il a dit « Laisse ta petite sœur avec moi, comme ça tu iras plus vite, je vais m'occuper d'elle ». Faisant confiance à l'inconnu, le garçon a accepté la proposition et est parti chercher les cigarettes. Lorsqu'il est revenu, l'homme et sa sœur avaient disparu. Le lendemain, on a retrouvé le corps d'Annette dans un pré voisin. Cet événement tragique
a bouleversé la communauté, ravivant des peurs à peine apaisées depuis le meurtre de Jeanne Van Kalk. Les ressemblances entre les deux affaires étaient évidentes, suscitant panique et suspicion. Les parents sont devenus encore plus protecteurs envers leurs enfants, et les rues, autrefois animées par les rires des jeux, sont redevenues étrangement silencieuses. Déjà critiquées pour leur incapacité à résoudre l'affaire Jeanne, les autorités subissaient une pression croissante pour arrêter le coupable de cette nouvelle atrocité. Encore une fois, un cortège funèbre solennel a parcouru les rues, marquant un nouveau chapitre douloureux de l'histoire de Bruxelles. La population a été profondément émue par la tragédie et s'est mobilisée une fois de plus pour collecter des fonds en vue du mémorial en l'honneur de la jeune victime. La solidarité et la détermination de la communauté à commémorer une jeune vie ont démontré l'impact profond qu'ont eu sur eux les décès de ces deux petites filles. La police a enquêté sur le meurtre d'Annette Belot et a reconnu des similitudes frappantes avec les circonstances entourant l'affaire de Jeanne Van Kalk. Malgré leurs efforts, l'assassin d'Annette n'a pas été traduit en justice. Ces incidents glaçants ont laissé une marque indélébile sur Bruxelles, suscitant un sentiment de justice non rendue et un malaise persistant. Plus d'un siècle n'a fait qu'amplifier les mystères. Cela met en avant la difficulté à trouver des réponses à ces deux tragédies qui hantent encore l'histoire de la ville. Merci à tous pour votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours, et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.